Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'uniforme français de 1940 avec l'équipement version 1935. Avant toute chose, je me dois de vous préciser certains points comme d'habitude. D'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme, ce n'est en aucun cas une bible qui vous épargnera l'achat de magazines spécialisés, de livres ou même de faire des recherches sur internet. Vous retrouverez des éléments que j'ai déjà pu vous présenter précédemment dans une autre version de l'uniforme français 1940, mais chaque vidéo étant indépendante, vous n'avez pas besoin de regarder la première pour pouvoir apprécier celle-ci. Donc vous retrouverez certains doublons qui n'ont pas évolué entre les deux versions. Cette vidéo a beau avoir été réalisée avec l'aide d'experts dans le domaine, ce n'est pas impossible qu'il y ait des erreurs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les signaler en postant un commentaire avec vos arguments pour que tous ensemble nous puissions en apprendre plus. Je ne présenterai que ce que je porte pour vous éviter une vidéo qui durerait 2 heures et qui coûterait des milliers d'euros, et vous retrouverez l'intégralité des éléments que je présenterai dans la description avec le timing correspondant. On appelle drôle de guerre la période courant entre la déclaration de guerre des Alliés aux Allemands le 3 septembre 1939 et l'offensive allemande du 10 mai 1940. Cette expression proviendrait du journaliste Roland Dorgelès, mais pourrait être le fruit d'une mauvaise compréhension avec l'anglais Phony War ou fausse guerre, qui pouvait être mal prononcé et donner Funny War. Hitler lance l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939, sans déclaration de guerre, provoquant la réaction de la France et du Royaume-Uni. Ceux-ci n'ont plus le choix et déclarent la guerre à l'Allemagne. Mais plutôt que de lancer une offensive, les Français ont préféré rester repliés derrière la ligne Maginot, malgré un protocole signé par les Français et les Polonais en mai 1939. Seule une timide offensive sur la Sarre verra le jour, cependant sans grand résultat. Une première preuve que l'état-major de l'époque n'était pas prête à la Seconde Guerre mondiale. Hitler enchaîne les victoires à l'Est avec l'aide de l'URSS et le pacte germano-soviétique. Une fois la pauvre Pologne conquise, Hitler se tourne vers l'Ouest, mais il doit reporter plusieurs fois son offensive et le front reste calme pendant plusieurs mois. Les Alliés sont retranchés derrière la ligne Maginot, quand les Allemands sont retranchés derrière la ligne Siegfried. Seules de petites escarmouches sont à signaler entre des patrouilles de reconnaissance, faisant environ 2000 victimes, certains de maladies. Les Allemands enregistreront la perte de 196 soldats et 114 disparus après une petite contre-offensive de la première armée allemande du 16 au 24 octobre 1939. En mer, une bataille navale est fatale pour 2 navires britanniques qui sont coulés en septembre et en octobre, faisant un total de 950 morts. Pendant ce temps, dans le cadre de la stratégie de blocus, les Alliés veulent couper les approvisionnements en minerais de fer de l'Allemagne et projettent donc d'atteindre la Suède en passant par le port de Narvik en Norvège. Mais les Allemands ont devancé cette attaque des Alliés et ont pu les mettre en échec, sauf à Narvik où les Français et les Polonais réussissent à prendre pied dans la ville, mais pour peu de temps. L'opération est ensuite démontée et les troupes rapatriées en France. A noter que les Français ont violé le droit international en minant les zones territoriales norvégiennes, pays qui a continuellement affirmé sa volonté de rester neutre. En janvier 1940, le commandant-chef français, le général Gamelin, avait été prévenu par le biais des Belges, qui avaient récupéré des instructions militaires allemandes à la suite d'un crash d'avion à Malines-sur-Meuse, que ces derniers prévoyaient d'attaquer la France par les Ardennes. Et le 8 mars, un message de confirmation du roi Léopold III en personne parvient à Gamelin, mais l'état-major français n'en tient malheureusement pas compte. Finalement, le 10 mai 1940, les Allemands envahissent la France en passant par les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, violant totalement la neutralité de ces 3 pays. Les Allemands, ce qu'ils veulent, c'est entrer en France par la région de Sedan, une région qui était déjà pointée du doigt par le député français Pierre Tétinger au mois d'avril 1940, qui signalait que cette région était sous-défendue par rapport aux autres postes frontières entre la France et l'Allemagne. Finalement, cette percée de Sedan, cette percée du front de la Meuse, va donner la campagne de France qui se soldera par la défaite française le 22 juin 1940 avec la signature de l'armistice.
L'armée française, en 1940, disposait de 2 types d'équipements. Vous avez déjà pu voir la première version avec de l'équipement en majorité récupéré de la Première Guerre. Mais entre les deux guerres, de nombreuses améliorations ont été apportées sur l'équipement 1916, afin de le rendre plus agréable à porter, et surtout d'éviter les courroies en bandoulière, comme nous pouvions avoir avec la musette et la gourde. L'idée était donc de tout centraliser sur le ceinturon. Il y eut donc de l'équipement 1916 modifié 1934, puis 1935, pour enfin aboutir sur un tout nouvel équipement modèle 1935. Seule la NP31 restait en bandoulière, permettant une rapide utilisation en cas de besoin. L'armement a également été revu avec l'apparition du MAS 36 pour remplacer les fusils issus des années 1910. Le pantalon modèle 1938 est apparu en avril 1939 et était distribué à partir de l'hiver 39-40 pour toutes les troupes non montées et parfois certaines troupes à cheval. Il est réalisé en drap de laine kaki doublé d'un drap blanc à l'intérieur de la ceinture et des mollets. Un lacet permettra de fermer le mollet et ainsi faciliter l'application des bandes moltières. Il se ferme au moyen de 5 boutons en fer et un anneau pour y passer un crochet. Une martingale à l'arrière permettra un premier serrage et une ceinture pourra être ajoutée en plus d'une paire de bretelles, ici de modèle allemand, très semblable aux bretelles de l'époque. C'est à partir de février 1918 que les brodequins modèle 1917 ont été en dotation, jusqu'en 1939 sans modification importée. Le cuir pourra ensuite varier, il pourra être granulé, fauve, noir, etc. La matière principale est le cuir retourné couleur fauve. Les lacets sont en cuir, mais les lacets en coton seront autorisés après 1912. Les brodequins modèle 1917 sont cloutés avec des clous à tête ronde sur l'avant de la semelle, lorsque des clous carrés sont employés pour le talon. Il s'agit ici d'une reproduction réalisée par un particulier, et le cloutage a été réalisé par mes soins avec des clous trouvés sur eBay. Il sera très compliqué de trouver des brodequins originaux modèle 1917 en bon état, et il serait encore plus dommage de les porter. Les bandes moltières ont été utilisées à partir de 1915 dans toute l'armée française. Elles sont faites de drap kaki et leur longueur est de 220 cm, pour une largeur maximale de 14,5 cm. Les deux bandes sont symétriques et disposent d'un renfort en toile forte ou en basane sur la partie touchant la chaussure pour limiter l'usure. L'autre extrémité disposera d'un ruban en coton blanc d'une longueur de 150 cm pour pouvoir fixer la bande au mollet. Vous pourrez retrouver dans la description la vidéo tutoriel que j'ai réalisée pour apprendre comment mettre en place ces fameuses bandes. La chemise M35 apparue en octobre 1935 est la chemise réglementaire portée par toute l'armée française, suffisamment travaillée pour permettre son port sans la capote en cantonnement. Elle comporte 2 poches de poitrine et n'est pas dotée de pattes d'épaule. Elle se ferme par 3 boutons à l'avant et réalisée en coton. N'ayant pas de M35 original, j'ai choisi de prendre une chemise modèle 48 que j'ai convertie en modèle 35, d'où l'absence de boutons à l'arrière du col. Les boutons permettant de plaquer le col de la chemise sont quant à eux bien présents. Une cravate régate sera portée par-dessus la chemise, ici convertie depuis une copie de cravate Afrika Korps. La capote M1938 est apparue officiellement en juillet 1939. Elle fut distribuée à partir de l'hiver 39-40 et était destinée à remplacer le modèle 1920 modifié 35. Elle aura quelques différences notables. La coupe droite, rappelant le manteau d'officier, qui sera fermé par 5 gros boutons. Le col et les parements sur les manches seront également plus larges. La capote sera doublée de coton blanc et 2 poches de poitrine seront situées à l'intérieur, en plus de 2 larges poches latérales. A noter que cette capote n'a pas été distribuée avant la mobilisation, donc elle ne fut que peu portée en mai 1840. Il est cependant fort probable que le 151e régiment d'infanterie, ici représenté et reconnaissable aux pattes de col, en ait touché, ceci ayant du matériel de pointe. Il s'agit ici d'une reproduction chinoise légèrement retravaillée. Le bonnet de police modèle 1918 est arrivé en août 1918 chez les soldats français. Il s'agit d'une pièce en laine taillée pour venir couvrir la tête lorsque le casque n'est pas porté. Certaines troupes ayant des coiffes de tradition ne le toucheront pas, celles-ci ayant déjà des bérets. Le modèle 1918 vient remplacer le modèle précédent, le 1891-15, et sera reconnaissable facilement car, une fois posé à plat, il aura une forme rectangulaire. Cependant, il n'était pas impossible de retrouver d'autres formes de bonnets de police provenant du commerce ou de fabrication artisanale. Une bande de transpiration est disposée à l'intérieur pour éviter d'irriter le front avec la laine. Ultime évolution du casque modèle 1123, le casque Adrian M26 est ici doté d'une rondache M37. Le casque M26 est le casque le plus représentatif de la campagne de France, et sauf exception, est peint avec une couleur kaki. La coiffe au mouton est indépendante de la coque, et y est fixée au moyen de crochets cousus sur la coiffe. Crochets qui se glissent dans des lames ressorts rivetées sur la coque. Il existait 3 tailles de coque, B, C ou D, pour 9 tailles de coiffe, 54 à 62. Le casque est réalisé en acier au manganèse pour permettre une souplesse maximale de l'acier et ainsi éviter qu'il ne se casse. Le cimier si caractéristique était réalisé, quant à lui, en aluminium, d'où une couleur alu qui peut facilement ressortir sur certains exemplaires. L'équipement 1935 est apparu après de nombreuses recherches visant à unifier au maximum les équipements malgré les spécificités de chacun. Ainsi, le tireur et servant de FM auront le même équipement que le voltigeur.
Il sera également distribué au génie, mais à de très rares occasions. Les cartouchières auront été améliorées, permettant d'éviter d'avoir une cartouchière modèle 16 dans le dos. Évidemment, impossible à utiliser correctement. Les éléments présentés ici sont parfois de la reproduction, parfois de l'original, ces éléments étant très difficiles à trouver, même en reproduction. Les cartouchières modèle 35 permettent de transporter 18 lames chargeurs pour 7,5 ou 8 mm, donc 90 cartouches en tout. Elles sont symétriques, sauf pour le système de fixation, permettant de les solidariser entre elles. Vous pourrez voir deux lames chargeurs de différents types, Berthier ou Lebel et MAS 36. Sous la cartouchière sera disposé un anneau, sur lequel sera accroché le bidon modèle 1135 au moyen de sangles en cuir, munis d'un crochet, qui remplaceront la sangle en bandoulière de l'équipement précédent. Le bidon fait 2 litres, est réalisé en acier et a une housse faite en drap kaki. Le tout sera accroché sur un ceinturon modèle 1903-14, maintenu par un passant trapézoïdal permettant de supporter le breulage et les équipements latéraux. Des bretelles modèle 1892-1914 à 9 trous viendront supporter le poids du breulage. Il est ici un peu mal mis, excusez-moi de ne pas avoir des yeux dans le dos. Une musette M35 se place sur le côté gauche du breulage. Elle dispose de 2 poches sur l'avant, en plus d'une grande poche. La patte de cuir entre les poches servira à transporter un éventuel accessoire de fusil mitrailleur, tel un pied ou un support de tir vertical. La poche principale viendra contenir la gamelle et le quart, tous deux en alu et de modèle 1935. La gamelle est constituée de 3 éléments et vient remplacer la gamelle modèle 1852. Le quart, quant à lui, est muni de 2 anses articulées. Il est en aluminium et il n'est pas encombrant, mais il n'est pas pratique du tout à utiliser. Il s'agit ici de 2 éléments originaux ayant appartenu à un de mes ancêtres, tous deux sont datés 1936, fabriqués à Paris. Des chargeurs de FM ainsi que des grenades ou des munitions supplémentaires pourront également être transportés dans la musette, dans les poches extérieures. Sous la musette se retrouve la baïonnette M1886 modifiée 15, destinée au fusil Berthier. Elle est rangée dans un fourreau en acier, disposé dans une grenouillère en cuir. Le manche de la baïonnette est en tombac, d'où l'appellation 1915. Cet accessoire n'est évidemment pas présent sur l'équipement d'un tireur au MAS 36, elle sera surnommée Rosalie par les collectionneurs, bien que cette appellation n'a rien d'officiel. L'appareil normal de protection modèle 31 ou ANP31 était un masque anti-gaz contenu dans une musette spéciale prévue à cet effet. Elle est portée sur le côté gauche et la sangle, passée en bandoulière, sera placée par-dessus tout l'équipement déjà installé. Donc si vous portez le musette M35 supérieur et inférieur que vous découvrirez après, la musette ANP31 sera ajoutée après avoir placé les musettes. Mais vous pouvez ainsi découvrir ici la configuration de combat du soldat sans son package à l'arrière. Dans la musette seront transportés le masque anti-gaz, une cartouche M35, un tube flexible permettant de relier les deux, 1 à 2 tubes d'onguents contre les vésicants sur les poches latérales et des verres de rechange. A noter que le tube n'est pas obligatoire pour porter votre masque, mais il est plus confortable, permettant de stocker la cartouche dans le sac, prévu à cet effet grâce à la présence d'une plaque en métal ondulé dans le fond. Cela permettait d'éviter l'étouffement par aspiration du tissu. N'oubliez pas d'enlever le capuchon de la cartouche avant d'espérer respirer dedans. Mais évidemment, vous aurez compris qu'il n'est pas prudent de respirer dans un masque si vieux, sous peine de mal finir. Il ne fut que peu ou pas utilisé en 1940, mais resta en dotation des soldats, la première guerre étant encore dans les esprits. Vous pouvez ici voir un aperçu du pactage complet, dit exceptionnel, le sac inférieur étant destiné à être transporté dans les véhicules. Le sac supérieur était porté en campagne par toute la troupe, à l'exception des ordonnances montées et des infirmiers. Il dispose de 2 poches latérales permettant le transport de munitions supplémentaires, et la tente individuelle sera transportée dans la poche principale, avec le bonnet de police, le jersey modèle 36, le nécessaire de toilette et le kit de nettoyage du fusil. Le sac inférieur comportera, quant à lui, d'autres affaires de rechange, une paire de chaussures de repos, un kit de couture et d'autres petits équipements. Le sac inférieur est accroché directement au sac supérieur au moyen d'un crochet. Le sac supérieur est accroché à l'avant des cartouchières au moyen de bretelles en 2 parties, toutes les 2 disposant d'un crochet. Si comme moi vous n'avez pas encore tout le matériel pour mettre dans le pactage, mettez-y vos affaires de rechange civile. Le fusil Berthier 0715 modifié 1916 est le fusil le plus répandu durant la campagne de France de 1840. La première version de ce fusil souffrait d'un problème majeur. Son magasin ne faisait que 3 cartouches de capacité, alors que le Lebel pouvait transporter 8 cartouches, voire même 10. Un magasin fut donc ajouté début 1816, portant le nombre de cartouches de capacité à 5. D'où la nouvelle appellation 0715 M16 s'il s'agit d'une ancienne version modifiée, comme ici, ou Berthier 1916 si le magasin était nativement installé dessus. Entre les deux guerres, le fusil reçoit plusieurs modifications fonctionnelles. Les organes de visée sont modifiés en 1920 et la cartouche est modifiée en 1932. Les fusils modifiés recevront un marquage N sur le tonnerre pour les différencier. Une version 0715 M34 fut chambrée en 7,5 mm, mais bien que fabriqué à 50 000 exemplaires, ce modèle ne fut utilisé que par les troupes de forteresse principalement. Le Berthier fut massivement utilisé pendant les combats de 1940 et ce seront ses derniers combats importants en première ligne. Il servira ensuite pour l'instruction après la guerre. Il pèse 4,2 kg chargé et peut recevoir la baïonnette 1886-15, donnant une longueur totale d'1,85 m, et sa portée pratique est de 250 m pour une portée utile de 2000 m. Aussi long que le Lebel, il est peu maniable et sa finesse lui vaut le surnom de canne à pêche. Il s'agit ici d'un fusil en catégorie C, légal car appartenant à un propriétaire possédant une licence de tir.
La particularité d'une cartouche de fusil est qu'elle peut être utilisée par des fusils mitrailleurs et les mitrailleuses afin de ne pas multiplier les calibres. Ainsi, le 8,50 Lebel atteignit sa limite avec l'utilisation du Shosha. Aussi fut-il décidé de développer une nouvelle cartouche qui pouvait fonctionner à la fois dans un fusil et également dans un FM. C'est donc en 1929 qu'apparut le 7,5 par 54 mm, cartouche qui sera utilisée par le fusil qui viendra remplacer le Berthier 0715. Ainsi, le 17 mars 1936 est enfin adopté le fusil de 7,5 mm modèle 1936, après plusieurs années d'études. Fabriqué exclusivement par la manufacture d'armes de Saint-Étienne, il sera dès lors connu sous l'appellation MAS 36. La fabrication ne commence qu'en 1938 avec une cadence très faible. C'est pourquoi il n'y avait que 63 000 fusils livrés en septembre 1939. En juin 1940, un maximum de 430 000 fusils fabriqués sera atteint, mais peu seront finalement distribués. Les Allemands se servent des exemplaires saisis dans les arsenaux sous l'appellation Gewehr 242F pour équiper les troupes de la milice et des lignes secondaires. Les Français de la France libre auront quelques rares fusils qui serviront en Afrique du Nord. D'une longueur de 1 mètre pour un poids de 3,72 kg, le MAS 36 avait une portée pratique de 300 mètres et avait lui aussi un magasin de 5 coups. Une baïonnette cruciforme est rentrée dans le fût à l'avant et se déverrouille grâce à un système de boutons pousseurs à bascule. Il existe deux versions majeures du MAS 36, la version avant 1945 étant appelée premier type par les collectionneurs. Dans les changements apportés, nous pouvons retrouver changement du guidon, simplification de la hausse, le pontet était usiné avant et fut ensuite remplacé par un pontet en tôle emboutie, changement de l'embouchoir et changement de la grenadière avant. Ce fusil est également de catégorie C, tout aussi légal donc. La constitution d'un uniforme français de 1940 peut être laborieuse. En effet, certains éléments d'uniforme sont maintenant disponibles en reproduction, ce qui n'était pas le cas avant 2015, mais l'équipement reste compliqué à trouver, même en reproduction. C'est pour ça que vous pouvez voir un assemblage entre des pièces d'uniforme et d'équipements reproduites et d'autres originales. Si vous ne savez pas où vous procurer des reproductions de Brodka 1117, vous pourrez aussi, comme sur ma première vidéo, utiliser des brodequins français modèle 1945, assez semblables aux Brodka 1117, sauf au niveau du cloutage. Mais une autre solution reste l'utilisation de brodequins M1944 allemands, sur lesquels vous pourrez retravailler le cloutage. La capote M1938 ne fut que peu utilisée, et il faudra donc privilégier la capote 1920, plus largement répandue. J'ai cependant choisi de montrer ce modèle pour vous faire une comparaison entre les deux, cette disposition ayant été utilisée. Vous retrouverez au passage les mêmes passants pour fixer le ceinturon, ainsi que les mêmes boutons aux hanches pour retrousser les pans de la capote à l'avant. L'équipement utilisé ici étant de catégorie C, il n'est logiquement pas utilisable en reconstitution, sauf avec l'utilisation de la carte du collectionneur. Sauf que cette carte n'étant pas compatible avec une licence de tir, cela restera un problème d'avoir ce type d'arme en reconstitution. Ainsi, optez plutôt pour des armes neutralisées, à défaut d'avoir, pour le moment, des reproductions intéressantes. Les munitions sont ici des originales, mais il est cependant possible de les reproduire en résine, par moulage ou par impression 3D, de manière à garnir toutes vos cartouchières. La majorité des collectionneurs appellent le cascadrier en modèle 26, lorsque l'intendance de l'époque le voyait toujours comme une version améliorée du modèle 1123. Sur cet ensemble de l'équipement, la musette M35, sanglon de la gourde et les cartouchières sont des reproductions, lorsque le reste est de l'original, soit acquis par internet, soit par héritage familial. Peut-être vous trouverez un sac supérieur M35, mais faites attention à bien avoir les bretelles pour aller avec, sans quoi il sera inutilisable. Ces dernières existent en reproduction mais sont elles aussi difficiles à trouver. La tente, munie de son cordage, ses mâts et ses piquets, sont ici disposés avec une brosse à vêtements et un kit de couture. Ils sont destinés à remplir le sac supérieur lorsque des affaires de rechange seront à placer dans le sac inférieur, si vous souhaitez le transporter avec vous. Ce sac est totalement optionnel pour votre uniforme, il n'était que rarement emporté et jamais au combat. La musette ANP31 et les deux sacs supérieurs et inférieurs sont également des originaux. Le masque anti-gaz est un original, mais le tube qu'on peut deviner dans la musette est un tube soviétique, très similaire et moins fragile. Concernant le MAS 36, une des modifications importantes lors du développement du deuxième type a été l'ajout d'un trou dans le support de la baïonnette. En effet, étant donné que les boutons poussoirs de verrouillage sont symétriques, il était possible d'assembler deux fusils bout à bout sans aucune possibilité de les désassembler. Ainsi, le bouton permettait, à l'aide d'un outil, de déverrouiller au moins une des baïonnettes. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation d'uniforme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Si vous voulez me soutenir pour que je puisse toujours vous présenter plus de matériel, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page Tipeee, c'est très important pour moi. Peut-être pas forcément pour vous, mais pour moi ça l'est. Ainsi vous pourrez m'aider autant sur la forme que sur le fond de mes vidéos. Je tiens également à remercier l'adjudant Tom pour sa participation dans la première partie de cette vidéo. A noter, et là Tom m'a vraiment impressionné, qu'il a réalisé ce bout de vidéo en moins de 24 heures. Donc Tom, t'as gagné tout mon respect. C'est avec plaisir que je recollaborerai avec toi. Et peut-être qu'un jour ce sera même toi qui me fera de la pub. J'ai le pressentiment que tu vas aller très loin. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, à aller donner un tonnerre d'abonnements et de pouces bleus. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft, de répliques de Nyx
d'uniformes et de VIP. Salut! Que je fais le malin alors que c'est même pas le mien.